Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je suis avec Jenna de la page Instagram T'as pas un conseil. Bonjour à tous. Et du coup, grâce à Jenna, on a eu un peu des réponses concernant le prochain thème. Qui est le troisième pilier. Voilà. Et du coup, donc on a décidé aujourd'hui de parler de ça, de préparer une petite intervention qui va vous permettre, je l'espère, hein, d'avoir un peu plus de réponses à vos questions. Alors on va peut-être commencer par une question en fait. Comment fonctionne le système social suisse au niveau des retraites? Avant de commencer à parler du troisième pilier, c'est un point qui est important, tu fais bien de le mentionner. Donc ce qu'il faut savoir en Suisse, c'est qu'on a un système qui est basé sur trois piliers. On a le premier pilier qui est lié à l'AVS, à l'AI. C'est le pilier sur lequel vous avez aussi des retenues sociales, euh, avec le deuxième pilier, donc qui vient compléter. Donc c'est ce qu'on voit sur la fiche de salaire. C'est exactement ça, c'est ce que vous avez sur votre fiche de salaire dès le moment où vous allez avoir une activité lucrative. Et vous avez le troisième pilier, donc qui est une épargne individuelle, qui a été mise en place par la Constitution suisse. Donc le but de ce troisième pilier, et c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment la Constitution suisse, c'est qu'il est là en fait pour combler les lacunes du premier et du deuxième pilier. C'est encouragé donc par cette fameuse Constitution suisse. Vous retrouvez ça à l'article 111, si jamais ça vous intéresse. Je vous le mettrai même en incrusté ou en image sur les différents réseaux sociaux. La Confédération, donc, elle pousse les citoyens suisses à souscrire un troisième pilier en leur offrant un avantage fiscal quand on parle de prévoyance dite liée. Donc D'accord. troisième pilier A. Tu parles de lacunes des premiers et deuxième piliers au moment d'arriver à la retraite. C'est parce que malgré tous les prélèvements qu'on a sur notre fiche de salaire, Hmm. finalement, ces deux montants ensemble ne nous permettent pas de maintenir le même niveau de vie qu'avant. Il y a quelques années, ça pouvait encore marcher. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte, notamment je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais notamment au niveau de la caisse de pension. Ça dépend, je dirais, du plan de prévoyance que votre employeur a mis en place pour ses employés. Mais si on part sur la base légale, ça ne suffit clairement pas parce que on se rend compte aujourd'hui qu'avec les augmentations du coût de la vie, euh, l'inflation, eh ben, on arrive à des montants de loyers qui sont toujours plus chers ou de charges qui sont toujours plus chères. Et la problématique, c'est qu'on parlait d'essayer d'arriver à 80% du revenu, mais ça c'était à l'époque, parce que maintenant quand on fait des calculs, on arrive plus souvent autour des 60%. Donc si vous imaginez bien un revenu standard de votre activité lucrative pendant X années qui va se transformer en revenu de retraité avec 40% de moins, la différence elle est énorme. Et quand on parle de maintien de niveau de vie, eh ben, ça ne veut pas dire faire des concessions où vous allez drastiquement diminuer ben voilà, votre espace de vie, vos activités, à cause justement de cette problématique. Donc c'est pour ça que La question, en fait, finalement, de faire une épargne privée, un troisième pilier, elle devient vraiment centrale actuellement. actuellement ça a clairement un sens, parce que comme je l'ai dit avant, sur les différentes analyses qu'on peut faire, on voit bien entendu que ben voilà, ce montant est plus proche des 60% entre le premier et le deuxième pilier que des 80% qui étaient annoncés il y a quand même bien quelques années en arrière. Ouais, et on entend aussi parler beaucoup maintenant en fait de modifications de réformes prévues dans le cadre des retraites et notamment cette question centrale hein, du taux de conversion qui est en train de diminuer. Oui, c'est effectivement un des autres aspects qui est important à prendre en considération pour les jeunes, c'est que les personnes qui arrivent à la retraite maintenant bénéficient d'un taux de conversion qui ne sera pas forcément le même. Alors pour expliquer brièvement qu'est-ce qu'un taux de conversion, c'est que pendant toutes vos années d'activité, les ponctions des charges sociales vont venir créer un capital, et à l'âge de la retraite, ce capital, il peut être pris soit en une fois, ou il peut être pris sous forme de rente. Et pour pouvoir vous verser une rente, au fait, il est converti. Donc on parle de ce montant de conversion. Le montant de conversion actuellement à 6,8. On parle de le descendre à 6,4. On parle même,
voilà, il y a des bruits qui courent par rapport aux différentes réformes qui voudraient le baisser à 6, voire à 5,4. Donc si on prend l'exemple d'un montant, c'est vraiment un exemple de 1 million capitalisé converti à 6,8 ou converti à 5,4, ouais, il y a clairement une énorme différence entre les deux montants. Cette différence, certains diront, elle est comblée par l'augmentation de l'âge, pardon, l'augmentation Du temps de vie. du temps de vie. Par contre, oui, peut-être que vous allez toucher plus parce que vous allez vivre plus longtemps. Par contre, c'est pas cette En diminution. fait, on va vivre plus longtemps avec moins d'argent. C'est exactement ça. Vous allez vivre plus longtemps avec moins d'argent. 68 000, si je continue mon exemple, pour vivre ou 54 000 pour vivre, eh ben, que vous viviez plus longtemps ou moins longtemps, vos charges, elles seront pareilles. C'est juste le revenu qui est pas pareil. Surtout, plus on vit longtemps, plus il y a un risque d'inflation, que ce soit des caisses maladie, des loyers, etc. Mm. Et c'est vrai que dans la question, bon, on a compris, hein, de faire un troisième pilier, c'est central, mais pourquoi c'est important d'en faire un maintenant? Alors, plus vous le commencez tôt, en définitive, plus la capitalisation va être importante. Mhm. Donc, vous allez avoir un effet aussi d'intérêt composé s'il y a une part de placement qui va générer des rendements qui seront plus élevés que si vous attendez. Donc on a cet effet de levier, en fait. C'est un effet de levier, effectivement. Après, vous bénéficiez aussi, quand vous faites la conclusion d'un troisième pilier, des conditions du jour. Donc si vous vous dites, oh, je le fais pas cette année, pas l'année prochaine, puis vous reportez, puis que certaines conditions changent, hein, vous avez peut-être raté aussi une opportunité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bah, les marchés évoluent, les produits des compagnies évoluent aussi, et en fonction de comment se comporte le marché, le produit peut être plus ou moins intéressant. D'accord. On parle aussi de différents types de troisième pilier. On entend parler beaucoup de 3A, 3B. Est-ce que tu peux expliquer brièvement qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Donc la différence entre ce qu'on appelle le troisième pilier A, c'est qu'il est lié à la retraite. Mhm. Donc cet argent-là est bloqué. Vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez, sauf à certaines conditions, Comme l'achat immobilier, par exemple. comme l'achat immobilier, comme une mise à son compte, donc, Devenir au indépendant. niveau des indépendants. Euh, A contrario, le troisième pilier libre, donc 3B, Mhm. donc non lié à la retraite, qui peut être utilisé à moyen ou long terme pour différents projets. Donc c'est une épargne privée. C'est une épargne complètement libre, sans restriction, que vous pouvez faire. Merci pour ton intervention. Donc en fait, on comprend bien, le 3B est un moyen d'épargne. Et d'ailleurs, dans le sondage Instagram que j'avais fait, les questions qu'on a reçues aussi, elles étaient vraiment plutôt en lien avec le 3A. Oui, oui, c'est juste. Et donc on va se concentrer sur le 3A. Et dans cette optique, est-ce que tu peux nous expliquer en fait les deux formes de piliers liés qui existent, à savoir le 3A bancaire et le 3A en assurance, et quels sont les inconvénients et avantages de chacun de ces produits? Alors, effectivement, donc, bancaire ou assurance, ça a toujours été le grand débat. Euh, il y a pas mal de points et de choses à prendre en considération aussi en fonction de la situation de la personne. Ça, c'est clair. Il faut, je pense, bien analyser ses objectifs et puis ce que vous voulez faire en termes d'épargne avant de mettre en place quelque chose. Pour les aspects les plus importants et je dirais les aspects principaux, en assurance, vous avez surtout des couvertures de risque. Et ça, c'est important, que vous n'avez pas forcément, et que vous n'avez pas du tout même, au niveau bancaire. C'est-à-dire que votre épargne et le montant que vous allez mettre, ça va générer des projections à l'âge de la retraite, et pendant toute cette durée-là, vous bénéficiez de couverture de risque. En banque, on est sur de l'épargne simple. Vous mettez un montant, ce montant arrive sur le compte. C'est tout. C'est aussi simple que ça. On avait fait d'ailleurs un petit tableau récapitulatif sur Instagram où c'est qu'on avait mis un peu les inconvénients et avantages de chacun.
si vous voulez y jeter un coup d'œil et tu pourras aussi refaire un autre tableau qu'on mettra directement sur le blog. Oui, je ferai quelque chose de détaillé aussi en complément pour pouvoir l'intégrer. C'est vrai que la question du pilier bancaire, c'est que c'est souvent un mode d'épargne beaucoup plus libre que l'assurance, où c'est que l'assurance, on a un montant à verser annuellement qui est souvent fixe. Sur la plupart des produits et de manière générale, le montant que vous devez verser, effectivement, c'est le montant que vous avez défini à la base du contrat. C'est c'est comme ça parce que dans le montant que vous avez fixé, eh ben, il y a ces histoires de projection. Et si vous fixez pas un montant, on peut pas avoir ces projections, donc on peut pas avoir de couverture de risque. Il y a des produits, différents produits, mais là, on va pas rentrer dans les détails des différents produits. Il y a différents produits qui permettent d'avoir une partie épargne libre en assurance, et puis au fait, chaque année, le minimum que vous devez payer, c'est vos couvertures de risque. Mais voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail là-dessus. Puis quand tu parles de couverture de risque, en fait, c'est quel risque? Il y a le risque de décès qu'on peut assurer via un contrat d'assurance. Il y a le risque invalidité qu'on peut assurer en complément. Euh, Là aussi, on va pas le faire d'office, ça demande à analyser la situation d'une personne par rapport à ce qui toucherait en cas d'invalidité au niveau de ses assurances sociales. Donc voilà, c'est toutes des choses qui peuvent pas se faire en un rendez-vous ou une sollicitation suite à un téléphone. Ça marche pas. Donc il y a ça pour le risque invalidité. Et puis vous avez ce qu'on appelle la libération du paiement des primes. C'est un autre aspect qui est important, c'est que si vous tombez en incapacité de gain, c'est la compagnie d'assurance qui va prendre en charge le paiement de vos primes le temps que vous retrouviez pleine capacité. Et ça, c'est la différence. C'est vrai que si on fait un 3A bancaire, on n'a plus la capacité de payer parce qu'on a une invalidité importante. euh, le montant d'épargne s'arrête. On continue pas. Oui, Tandis que si on a fait un 3 en assurance avec la possibilité de libération des primes, en fait, l'assurance va se subroger à notre place et va continuer de verser le montant et de façon à ce que le capital continue d'augmenter c'est malgré ça. l'incapacité de la personne. C'est ça, c'est que la fameuse projection que vous aviez initialement dans le contrat que vous avez signé, elle sera respectée parce que c'est l'assureur qui va prendre en charge la prime. Contrairement au fait que bah voilà, quand vous avez juste un compte bancaire 3A, vous n'avez plus les moyens de payer l'objectif que vous étiez fixé parce que forcément bah, vous êtes en incapacité de gain, vous avez une diminution de revenus, vous n'avez pas la possibilité de continuer à épargner. Du coup, voilà, ça va créer au fait une carence dans vos projets d'épargne. Mhm. Et par rapport à cette couverture du risque, euh, on voit aussi que la question va venir de la part de l'assureur, en fait, de devoir faire un examen médical, remplir un Mm. questionnaire pour savoir, en fait, si on a un bon ou un mauvais risque. C'est ça. C'est la contrainte de l'assurance, c'est ce fameux questionnaire de santé qui va décider si bah, ils acceptent de prendre le risque de vous assurer pour bah, voilà, X milliers de francs en décès, en invalidité et en libération du service des primes. Et là, c'est tout l'avantage, en fait, d'entrer tôt et de faire ça quand on est en bonne santé, en fait, plutôt que d'attendre d'avoir un peu la santé qui péclote pour demander à le faire. C'est clair. Alors là, on revient au point de pourquoi c'est important de le faire rapidement. Mm. Enfin, c'est aussi, si vous vous tournez vers quelque chose en assurance, c'est que l'examen de santé, ben, voilà, il est fait et vous êtes assuré dans le contrat et il n'y a plus de soucis après. Très bien. J'avais fait J'avais laissé la possibilité aux internautes de nous poser des questions directement via Instagram sur le troisième pilier. Et il y a plusieurs questions qui sont revenues les mêmes. Mhm. Alors, je vais te les poser dans l'ordre de ce qu'elles revenaient le plus souvent. Premièrement, on nous demande est-il opportun, dans tous les cas, de faire un troisième pilier? Alors là, je vais répondre aussi en fonction de ce qu'on a dit. Donc, on va pas plutôt parler d'un troisième pilier 3A, donc lié, Mhm. déductible fiscalement, voilà, comme on a dit avant. Euh, alors ça l'est dès le moment où vous êtes salarié, vous avez un revenu et que vous pouvez bénéficier d'une déduction fiscale. Donc plus vite vous allez le faire, comme on a discuté, plus vite
la capitalisation va être importante, les intérêts euh, vont aussi être ajoutés. Donc Alors d'ailleurs, c'est la, mieux, quoi. la deuxième question qui était liée à celle-là, c'est si tu réponds oui, ce qui semble être le cas, Oui, euh, oui, c'est le cas, oui. enfin, quand commencer et puis quel est le montant minimum? Alors, commencement, c'est vraiment pour le troisième pilier A, dès le moment où vous avez une activité lucrative, parce que vous pouvez bénéficier de cette déduction fiscale. Oui. Maintenant, je tiens vraiment à préciser que ça va clairement dépendre de votre budget. Je ne suis pas un fervent supporter des courtiers qui poussent dès le moment où vous rentrez dans la vie active à faire un troisième pilier au maximum parce que vous avez une grosse capacité d'épargne vu que vous vivez encore chez vos parents. Et au moment où vous prenez l'appartement, vous êtes... Voilà. ouais. Il y a différentes questions qui se posent et c'est aussi à ça qu'il faut réfléchir. C'est dire, ok, vous avez une grosse partie de vos liquidités qui reste disponible parce que vous n'avez pas de loyer, parce que vous ne payez pas l'électricité, parce que vous avez un faible taux d'impôt. Et la problématique, c'est que le jour où bah, vous allez avoir différentes charges par rapport à différents changements de situation, vous n'allez plus être capable de le payer. C'est un problème parce que si vous l'arrêtez, vu qu'il y a des frais quand vous faites un troisième pilier, eh ben, ils sont souvent reportés sur le début du contrat, donc vous allez perdre de l'argent. Le bon moment, c'est le moment où vous avez un revenu, que vous connaissez vos charges, ou que vous pouvez les anticiper en tenant compte de ça, en faisant un budget, et de programmer dans votre budget votre épargne pour votre troisième pilier. Ça, c'est le meilleur moment. C'est quand vous avez défini clairement ces choses. Il y aurait aussi la possibilité en fait d'avoir un système mixte où c'est que on a la possibilité de mettre de l'argent de côté, on utilise peut-être un 3B pour peut-être libérer l'argent si on veut acheter une maison plus tard. Et au moment où c'est qu'on a défini mieux nos charges, ben passer à un système en assurance où c'est que le montant à verser, il serait fixe. Alors, 3B ou compte épargne. Oui, C'est voilà, 3B ou compte épargne. Effectivement, si vous n'êtes pas sûr du montant que vous voulez mettre ou vous voulez pas mettre trop, mais vous voulez avoir un minimum, bah partez sur ce minimum. Vous dites, ok, ça je m'y tiens, je vais jusqu'au bout avec ce contrat, j'épargne à fond, il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez la possibilité de rajouter en fin d'année, vous pouvez réinjecter directement dans votre contrat ou travailler avec un autre système, donc un compte épargne ou d'autres types de placements. ouais. D'ailleurs, il y a aussi des possibilités par la suite d'augmenter les versements à certaines conditions. Oui, effectivement, ça fait partie des possibilités qui vous sont données. Quand vous faites un troisième pilier, il ne va pas forcément rester au montant que vous l'avez fixé. Vous avez d'autres possibilités suivant votre évolution de vie et des événements de l'augmenter. C'est une chose qui fait partie des conditions générales des sociétés. C'est jamais précisé ou que rarement précisé par les courtiers parce qu'ils ne le savent pas. Et surtout, il y a des questions de commission qui rentrent aussi en ligne de compte. C'est plus intéressant de Donc faire c'est deux peut-être contrats plus intéressant pour dans le certains courtier. cas ou pour le courtier de vous faire signer un deuxième contrat que de vous augmenter le premier. Maintenant, il y a aussi la question, là c'est plutôt pour du 3A bancaire, mais on voit beaucoup d'applications qui se font via le smartphone, qui permettent d'épargner euh, facilement et en toute liberté. On parle de Viac3, Zach, je crois Oui. Francky, etc. Mm. Tu peux un peu nous expliquer ce que c'est? Alors, l'avantage des nouvelles technologies, c'est que ça a apporté plein de choses au niveau des smartphones, Mhm. dont des applications. C'est simplement des applications bancaires. On est vraiment avec les sociétés Viac, Francky, Zach, la Banque Claire, sur de la gestion de compte, mais de compte 3. De la même manière à ce que vous avez une application bancaire pour gérer vos comptes épargne, comptes courants, au fait, c'est des applications pour vos placements 3A. Et après, en fonction de la société avec qui vous travaillez, vous avez possibilité voilà, de changer la répartition des fonds, plus d'actions, moins d'actions, en fonction des prises de risque que vous voulez effectuer au niveau du marché. D'accord. Donc en fait, c'est simplement d'avoir son épargne à gestion de smartphone et C'est puis ça, vous voilà, qui... pouvez voir de Ouais. manière plus transparente les rendements, les performances du produit. Euh, je dirais que pour ceux qui connaissent, bah, c'est un peu comme si vous avez
un compte de trading chez Swissquote, sauf que c'est du 3A. Mhm. Et par rapport à d'autres plateformes que vous pouvez utiliser voilà, pour placer de l'argent sur les marchés financiers. D'accord, très bien. Euh, on a eu, là c'est pas des questions, mais c'est plutôt des remarques en fait de gens qui avaient affaire à des courtiers en assurance, donc 3A en assurance, Mm. euh, et qui leur proposaient ben, toujours le produit qu'ils vendaient. Donc ils avaient des discours qui n'étaient pas forcément cohérents Mm. entre un courtier A et un courtier B. Et on parle de différence de produits, et est-ce qu'il y a réellement d'aussi grandes différences sur les différents produits proposés en assurance? Alors, au niveau des produits en assurance, il y en a sur toutes les branches. Bon, que ce soit une assurance ménage, une assurance RC, une assurance voiture, chaque compagnie édite ses propres conditions, a sa propre politique de placement. Mais alors, si je choisis un produit A ou plutôt un produit B en ce qui concerne mon troisième pilier A, Mm. est-ce que je peux avoir des différences sur le capital projeté importantes, oui ou non? Oui, clairement. Clairement, on parle de projection. Vous pouvez avoir un capital projeté non garanti, donc zéro de garantie, qui sera uniquement lié à l'évolution des fonds, ou vous avez la possibilité d'avoir une garantie sur le produit. C'est là tout le jeu au fait de la prise de risque en termes de placement que vous voulez. Voilà, un fonds de placement, ben, peu de garantie, si vous avez une grosse partie fonds de placement, Mhm. et puis vous avez des produits qui sont garantis. Donc euh, la question au niveau de la projection et de la différence de produits, oui, il y a d'énormes différences entre les sociétés d'assurance. Mais ça dépend du produit, ça dépend aussi du choix du client ou de la personne qui souscrit. Pour moi, tant qu'elle est consciente du produit dans lequel elle rentre, Ouais. c'est surtout ça, il n'y a pas de problème. Parce que c'est facile pour un courtier de mettre en avant tel ou tel produit avec des projections, qui ne sont pas des garanties, des projections. Voilà, vous avez les dollars dans les yeux, vous avez des montants qui sont énormes, mais attention, c'est pas ce que vous allez toucher parce qu'on parle de projection. Tandis que certains produits, on parle bien de montant garanti, vous avez ce montant garanti qui est noté noir sur blanc dans le contrat, et c'est aussi avantageux peut-être de partir sur un produit garanti où le montant est moins haut, mais justement parce qu'il est garanti. Si vous avez aussi des projets immobiliers, ce genre de Mhm. produits sont beaucoup mieux acceptés par les institutions de financement. C'est vrai qu'on voit aussi souvent des courtiers qui proposent des taux à 6-8% en se faisant référence aux 3 années précédentes. Mm. C'est quand même compliqué de parier sur 40 années, d'avoir une croissance continue à 8% jusqu'à l'âge de la retraite, hein. Alors, par rapport au fonds de placement, c'est vrai que des projections à 8-9% sur toute la durée, en vous faisant miroiter un montant assez important à l'échéance, c'est peu probable, Ouais. ou alors au détriment du risque. Et ça veut dire que bah, le montant que vous mettez n'est absolument pas garanti et que en fonction de ce qui va se passer sur le marché des capitaux, vous risquez de perdre une grosse partie de vos investissements. Sachant qu'il y a quand même au niveau boursier des crashs à peu près tous les 10 ans. Enfin, pour ça, on en parlera une autre fois, mais voilà, c'est difficile d'aller au-delà du marché en fait. Ouais. Je suis plutôt partisan d'une épargne euh, sécuritaire parce qu'on parle quand même De retraite. de retraite, donc du système de prévoyance suisse, hein, comme on a vu en préambule, premier, deuxième, troisième pilier, épargne individuelle pour compenser un manque de revenus à l'âge de la retraite. Ce manque de revenus euh, va encore augmenter avec les possibles réformes, et du coup, il faut, Essayer de sécuriser ce qui peut être c'est ça, sécurisé, voilà. il faut sécuriser le maximum, prévoir le maximum pour votre retraite avant d'essayer d'aller sur quelque chose d'agressif en termes de rendement. Par contre, ça, voilà, c'est une constatation que je fais par rapport au marché. Et Par rapport à ta sensibilité c'est au risque. aussi par rapport à moi, à mon ressenti et ma sensibilité. Chaque personne est différente. Si vous voulez aller vers du produit de risque, c'est tout à fait possible. Par contre, je reviens là-dessus encore,
Je vous rappelle qu'on parle de votre retraite. Ouais, c'est vrai que si vous avez comme projet de toute façon pas rester en Suisse parce que vous savez que le niveau de vie, les moyens en Suisse sont trop hauts pour votre retraite, bah, puis que vous voulez jouer risqué, bah, c'est votre problème, hein. Vous restez pas en Suisse à la retraite parce que vous ne pouvez pas y vivre avec l'argent. Mais si votre projet c'est de garder votre famille et, proche, etc., peut-être jouer un peu plus sécuritaire. Et puis finalement, la partie excédentaire de votre budget, l'argent dont vous n'avez pas besoin, elle la jouer en bourse ou sur d'autres placements plus L'investir, ouais, ouais, risqués. c'est ça, l'investir. Ouais. Investir sur des marchés plus agressifs avec différents produits, pas forcément euh, que liés aux assurances ou autres. Il y a plein d'autres véhicules de placement, c'est pas le sujet aujourd'hui, qui peuvent générer du rendement. Mhm. En tout cas, je te remercie pour ton intervention et puis Avec toutes les plaisir. explications que tu as données, d'avoir répondu aux questions qu'on a reçues via Instagram. Et bon, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que pour nous, c'était important de faire ce podcast ou cette vidéo aujourd'hui parce que la question de la retraite, elle est vraiment centrale actuellement. Oui, Et ouais. malheureusement, on a été interpellé. On a vu aussi plusieurs fois des cas où des personnes se sont fait, entre guillemets, avoir, ou en tout cas ont souscrit à des mauvais produits qui leur ont fait perdre énormément d'argent Le- parce le- qu'elles ont été mal c'est renseignées. ça, il n'y a pas de mauvais produit. Dès le moment où vous connaissez ce que vous faites, et dès le moment où votre interlocuteur sait de quoi il parle. Euh, la problématique que j'ai le plus rencontrée, c'est des interlocuteurs qui, par manque de connaissances, ont fait perdre de l'argent à des clients. Voilà. En croyant peut-être même eux-mêmes, en fait, au bien fondé de ce qu'ils expliquaient. Oui, mais voilà, il y a toujours cette limite entre fournir une explication qui génère un revenu et partager une information avec les gens. Ce qu'on fait aujourd'hui. Mhm. Donc en tout cas, si vous avez d'autres questions de manière plus générale, n'hésitez pas à nous les poser directement sur Instagram. Par contre, si vous avez des questions plus personnalisées qui correspondent, quel type d'épargne correspond le mieux à ma situation, etc. Là, je vous invite plutôt à regarder directement avec Sébastien, Hmm, ouais, qui pourra, lui, vous amener une solution vraiment au cas par cas. c'est ça, analyser l'entier de votre situation, si besoin. Alors, merci à tous. Merci pour votre écoute. Merci pour votre attention, et puis on vous dit à bientôt. Allez, ciao! Ciao!